Mardi 9 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info. Dans les actualités de ce soir, l'élection du maire d'Antananarivo sera refaite conformément à la décision rendue par le Conseil d'État. Les voix obtenues par la candidate Alala Ramanantsoa, actuellement maire en fonction, ont également été annulées. Alala Ramanantsoa avait été élue maire avec 43,24% des voix selon les résultats du dernier scrutin, résultat qui avait été confirmé par la juridiction administrative en janvier 2025. Et les étudiants résidant dans les cités universitaires d'Ankatsu ont entamé une grève suite à l'annonce d'une éventuelle expulsion massive de tous les occupants des résidences universitaires, suivie de la mise en place d'un nouveau système de répartition des logements. Les étudiants refusent cette expulsion collective et affirment qu'ils renforceront leur mouvement de grève si les responsables concernés ne prennent pas de mesures pour résoudre la situation. De son côté, le CROA, organisme autonome chargé de la gestion des cités universitaires et rattaché à l'université d'Antananarivo, a déclaré qu'il n'y aura pas d'expulsion massive. Cependant, une collaboration entre l'université d'Antananarivo et le CROA est prévue après la date limite des inscriptions universitaires estimée au 16 mars, afin d'examiner et de vérifier les demandes de logement des étudiants et de contrôler les mouvements au sein des résidences universitaires. Toujours dans cette page fait divers, les familles confrontées à un litige foncier à Nosbe Manjangba 2 se plaignent d'avoir obtenu gain de cause devant la Cour suprême il y a 3 ans, mais que la décision de justice n'a toujours pas été exécutée jusqu'à présent. Elles craignent que la famille qui a perdu le procès continue de chercher les moyens pour suspendre l'application de la décision rendue par la Cour suprême, selon les explications dans ce reportage de Jean-Claude Adjemalal. Les familles résidant à Nosbe Manjangba 2 qui ont remporté le procès concernant un différend foncier n'ont toujours pas pu faire exécuter la décision rendue par la Cour suprême il y a près de 3 ans. Selon leur explication, 3 maisons ont été détruites par la famille adverse avec laquelle elles étaient en conflit et une partie du terrain serait encore occupée par cette même famille. Pourtant, malgré la décision judiciaire en leur faveur, les plaignants affirment ne pas pouvoir le faire appliquer. Les familles attendent les procédures pour pouvoir jouir pleinement de leur terrain, conformément à la décision rendue par la Cour suprême. Toutefois, elles soupçonnent que la famille adverse continue d'employer tous les moyens possibles pour retarder le règlement de l'affaire. Cette affaire a déjà été évoquée dans l'émission Nizouk au point de droit sur la chaîne de Viva Télévision, où plusieurs juristes ont donné leur avis. À la suite de cela, la décision de justice a été rendue. Les familles concernées s'en remettent désormais à la décision des autorités judiciaires compétentes pour accélérer l'application de cette décision. Et puisque hier on a célébré la journée internationale des droits des femmes, parlons justement de femmes. Justement, de plus en plus de femmes à Madagascar s'engagent aujourd'hui dans le domaine de la mécanique, un métier que l'on considère souvent comme exigeant physiquement, mais que les femmes peuvent accomplir tout aussi bien, selon les propos d'une mère de famille de 40 ans qui exerce dans ce secteur. Pour sa part, c'est au sein de son foyer qu'elle a découvert le monde de la mécanique. Reportage de Anienne Martina et Yves Janel. Voici Anjanirina Robin, une mère de famille de 40 ans qui travaille dans le domaine de la mécanique, réparation de voitures, de motos et autres. Elle est mère de 3 enfants et grand-mère d'un petit enfant, selon ses déclarations. D'après son témoignage, cela fait relativement peu de temps qu'elle s'est engagée dans cette formation liée au métier qu'elle exerce aujourd'hui. Récemment, elle a suivi son apprentissage en suivant une formation au sein d'une association qui accompagne les fans passionnés par la mécanique. Elle a traversé de nombreuses épreuves durant cette formation, notamment pour concilier ses responsabilités familiales avec ses études, mais aujourd'hui, elle a réussi. Selon Robin, son entrée dans le monde de la mécanique a apporté un grand changement au sein de son foyer. Elle souligne également que le métier de mécanicien demande de la force physique, mais affirme-t-elle, tout travail peut être accompli dès lors qu'on le fait avec passion. Robin a aussi adressé un message d'encouragement aux femmes et aux mères de famille qui sont comme elle. Robin fait partie des 24 femmes qui ont reçu aujourd'hui leur certificat attestant la réussite de la formation en mécanique automobile au sein de l'association Mekamama.
Le 8 mars célébré hier correspond à la Journée internationale des droits des femmes, une journée commémorée dans le monde entier, y compris à Madagascar. C'est une occasion pour les femmes de revendiquer pleinement leurs droits. Presque partout sur l'île, diverses activités ont été organisées pour marquer cette célébration à Madagascar. Reportage de Aniana Martina. Plus de 8000 femmes issues d'environ 230 associations ont participé hier aux activités marquant la célébration du 8 mars à Tolaniar, chef-lieu de la région Anossi. Les différentes prises de parole ont principalement porté sur la sagesse et la responsabilité qui attendent les femmes, que ce soit au sein de la famille que de la nation. En effet, la journée du 8 mars est dédiée à la revendication des droits des femmes et un espace particulier leur a été accordé, notamment pour s'exprimer. 3. Égalité et travail pour les femmes et les filles, tel est le thème choisi pour marquer ce 8 mars dans le monde. C'est aussi un moment pour rappeler les droits des femmes, que beaucoup ignorent encore, y compris certaines femmes elles-mêmes. De nombreuses femmes sont également encore victimes de violences, un problème majeur qui reste un combat à mener à l'échelle mondiale aujourd'hui. Restons toujours dans cette page sociale. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein figurent parmi les maladies qui entraînent la mort lorsqu'ils ne sont pas dépistés et traités à temps. Le manque d'information et l'absence de détection précoce constituent souvent un problème majeur, rendant le traitement plus difficile. Le point avec Felana Rakotarsoul sur les images de Nzara Njiansu. Environ 14% des femmes malagasy âgées de 25 à 50 ans sont atteintes d'un cancer du col de l'utérus ou du sein. Outre le coût élevé des traitements, l'un des principaux problèmes reste le manque de dépistage précoce, ce qui complique la prise en charge médicale. Des services de dépistage gratuits pour ces deux types de cancers sont désormais proposés dans le pays. Donc si on le trouve tard, c'est très difficile de le soigner. Si on le trouve quand il est encore tout petit, c'est beaucoup plus facile de le soigner. C'est pour ça que la prévention, c'est un mot que nous on répète, parce que c'est ça qui sauve les vies, la prévention. Donc venez nombreuses, amenez vos familles et faites-vous dépister. C'est pas douloureux, c'est facile, c'est gratuit. Notre équipe dont tu partis sont là, qui sont à votre disposition. Pour vous accueillir. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont été formés à l'étranger, en France, en Italie, et qui ont un niveau qualitatif des services très élevé. Soignez-vous, ayez vraiment soin de vous-même. Vous êtes précieuses. Parce que si vous n'êtes pas bien, tout le monde n'est pas bien. Les femmes sont précieuses. Nous offrons tous ces services, en plus gratuits. Profitez-en. Afin de permettre aux femmes des régions de bénéficier d'un dépistage gratuit, accessible et fiable, des techniciens de laboratoire à Fenransu dans la région Antmatiach seront formés pendant une durée d'1 an pour réaliser ces dépistages. Cette formation vise à renforcer les effectifs déjà en service, notamment dans les zones difficiles d'accès et isolées. Cette formation est réalisée en collaboration avec l'ambassade de France à Madagascar, à travers l'AFD, une organisation privée œuvrant dans le domaine de la santé, ainsi qu'une ONG italienne. On estime qu'au moins 2000 femmes à Fenransu bénéficieront du dépistage au cours de la première année de mise en œuvre du projet. Par ailleurs, plus de 5000 personnes seront sensibilisées à la prévention et au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, selon les explications. Parlons météo à présent, de fortes précipitations sont prévues sur la partie est et nord-est de l'île au cours des dernières prochaines 24 heures. Une alerte rouge a été émise aujourd'hui pour Ambatsu, Analandsroof, Antala, Thomasna 1, Thomasna 2, Brickaville et Vatmanj en raison des fortes pluies. Les pluies devraient continuer à s'intensifier le long de la côte nord-est et dans la partie centre-est en ce début de semaine. La quantité de précipitations attendue pourrait atteindre entre 50 et 80 mm en 24 heures. Et dans le reste des actualités locales, le nouveau bureau de la commune d'Ambirmang, dans le district de Swavnanjin, a été achevé et inauguré hier. Sa reconstruction a été rendue possible grâce aux efforts du maire et de l'association de femmes qui ont permis de rebâtir la commune après l'incendie qui avait détruit le bâtiment. L'association des femmes a notamment organisé plusieurs activités et participé aux travaux de nettoyage. L'inauguration de ce bureau de la commune d'Ambirmang a eu lieu hier à l'occasion de la célébration
célébration de la fête du 8 mars a été effectuée par le maire et son épouse. Pour rappel, c'est au début du mois de novembre de l'année dernière que le bureau de la commune avait été incendié lors des troubles survenus dans le pays. Tous les documents administratifs ainsi que les matériels avaient été détruits par le feu. Aujourd'hui, la commune a retrouvé son fonctionnement normal. Dans les actualités internationales de ce soir, l'Iran a lancé lundi ses premières salves de missiles et de drones vers Israël et ses voisins du Golfe depuis que Mujtaba Khamenei a succédé comme guide suprême à son père Ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre. Les précisions d'un correspondant de France 24. Le message est très clair. C'est un message de fermeté qui a été lancé par le pouvoir iranien. Et d'ailleurs, donc immédiatement après l'officialisation de sa nomination à 1h du matin à Téhéran, il y a eu 3 vagues de missiles et de drones qui ont été lancés en moins d'une demi-heure contre Israël et les bases américaines dans toute la région, allant du Kurdistan irakien à Bagdad, contre une base américaine à Bagdad, mais aussi en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats, et puis en utilisant des missiles les plus puissants dont dispose l'Iran, notamment les missiles Fatah, les missiles Khaybar et les missiles Khorramshahr 4, qui a une tête à fragmentation, des missiles très destructeurs. Donc le message est très clair. Mojtaba Khamenei ont affirmé plusieurs membres de l'Assemblée des experts. C'est la continuation de la voix de son père. Et d'ailleurs, un expert disait sur la chaîne de télévision CNN, en fait, le résultat de la guerre qui a été déclenchée par Donald Trump et de Benjamin Netanyahu, c'est de remplacer un Khamenei de 86 ans par un Khamenei de 56 ans. Rien ne change et on va poursuivre on va maintenir le cap et aller résister face aux Américains et aux Israéliens. Et Israël a indiqué aujourd'hui matin avoir de nouveau ciblé le Hezbollah à Beyrouth, tandis que de violents combats font rage dans l'est du Liban où le mouvement chiite pro-iranien a dit affronter des troupes israéliennes arrivées par hélicoptère. Toujours les précisions d'un correspondant de France 24. Absolument, les frappes israéliennes qui se poursuivent au Liban, à Beyrouth. D'abord, la banlieue sud de la capitale a de nouveau été la cible de bombardements à l'aube. C'est au moins 3 frappes qui ont été entendues. De fortes déflagrations ont été ressenties dans plusieurs quartiers de la capitale. Selon l'armée israélienne, ces frappes visaient des infrastructures du Hezbollah, dans ce bastion du mouvement chiite qui a été largement évacué ces derniers jours. Plus à l'est maintenant, et vous l'évoquiez, dans la vallée de la Beka, ça s'est produit cette nuit. Des combats ont été signalés près de Nabéchit, dans les hauteurs de Nabéchit, c'est près de la frontière avec la Syrie. Selon le Hezbollah, des soldats israéliens auraient tenté une nouvelle opération héliportée dans la zone. Le mouvement chiite affirme avoir engagé le combat contre ces forces. Le Hezbollah dit aussi avoir pris pour cible des hélicoptères israéliens, mais selon des sources sécuritaires, aucun hélicoptère israélien n'a été abattu dans cette région et l'armée israélienne pour l'heure n'a pas communiqué sur sur cet épisode. Dans le même secteur, plusieurs frappes israéliennes ont été rapportées, notamment près de la localité de Brital. Et parlons aussi de la situation dans le sud du Liban aussi, toujours sous tension. Les bombardements se poursuivent dans plusieurs localités proches de la frontière. Des frappes ont notamment visé des habitations et certains bâtiments, notamment dans la région de Nabatiyeh et de Tyr, ces 2 grandes villes du sud du Liban. Et dans le même temps, des combats ont été signalés dans des zones frontalières. Le Hezbollah qui affirme toujours tirer des roquettes et des missiles contre des positions israéliennes
dans le nord de l'État hébreu. Et l'armée israélienne, elle, poursuit donc toujours ses frappes contre ce qu'elle présente comme des infrastructures du mouvement chiite dans la région du sud Liban. La situation donc reste extrêmement tendue avec donc des bombardements, des affrontements qui se poursuivent sur plusieurs fronts au Liban. Et dans ce contexte de guerre, les élections législatives libanaises prévues au mois de mai, eh bien ces élections pourraient être reportées. Sauf surprise, le Parlement libanais doit se réunir aujourd'hui pour décider d'un report de 2 ans en raison de la situation sécuritaire. Et puis Serge, reparlons de Beyrouth. On en sait plus sur cette frappe meurtrière contre un hôtel du bord de mer dans la nuit de samedi à dimanche dans la capitale. Elle visait les gardiens de la révolution iranienne. Tout à fait, on n'en sait plus sur cette frappe. L'armée israélienne parle d'une frappe ciblée. 5 responsables liés aux gardiens de la révolution auraient été tués. Parmi eux, selon Israël, 3 commandants importants de la force Al-Quds. Je vous rappelle que la force Al-Quds, c'est donc la branche chargée des opérations extérieures des gardiens de la révolution iranien. Cette branche coordonne notamment les activités de l'Iran et de ses alliés dans la région, dont le Hezbollah au Liban. Et donc, selon l'armée israélienne, les responsables visés étaient impliqués dans le financement et la coordination des activités militaires du Hezbollah. Cette frappe s'inscrit aussi dans une pression plus large contre la présence iranienne au Liban. Israël a récemment mis en garde les responsables iraniens présents dans le pays. Ici, il leur demande de quitter le territoire libanais sous peine d'être pris pour cible. Et selon d'ailleurs plusieurs informations, plus de 150 ressortissants iraniens ont quitté le Liban ce week-end. Ils auraient embarqué à bord d'un avion russe en direction de Moscou. Autrement dit, vous savez, Israël semble donc viser directement les responsables iraniens ici présents au Liban et pas seulement les infrastructures du Hezbollah et les commandants du Hezbollah. Et près de 12 ans après le crash d'un avion Air Algérie au Sahel qui avait fait 116 morts, le procès de la compagnie espagnole Swiftair pour homicide involontaire s'ouvre aujourd'hui pour 4 semaines devant le tribunal correctionnel de Paris. France 24. 24 juillet 2014. Le vol AH5017 qui relie Ouagadougou à Alger s'écrase au nord du Mali. Si la piste terroriste est rapidement écartée, il faudra des années d'enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé. En vol depuis à peine quelques dizaines de minutes, l'avion rencontre un orage intertropical. Mais les pilotes n'activent pas le système anti-givrage de l'avion préconisé dans les procédures. Alors des cristaux de glace se forment dans les capteurs de pression et faussent les mesures. Les moteurs décélèrent, l'avion se cabre. Lorsque l'équipage s'en rend finalement compte, le pilote tire le manche en arrière au lieu de le pousser en avant, ce qui amplifie le décrochage. L'avion plonge soudain sur sa gauche et s'écrase. Il y avait 116 personnes à bord. 6 d'entre elles étaient les membres de l'équipage espagnol. Parmi les morts, 54 Français, 23 Burkinabés, des Libanais, des Algériens. La compagnie Air Algérie est en charge du vol, mais l'avion et son équipage ont été loués à la compagnie aérienne espagnole Swiftair. À l'issue des investigations, les juges d'instruction français pointent divers manquements de la part de Swiftair. Ils soulignent notamment l'absence de formation adaptée pour les pilotes, des saisonniers, malgré une période d'inactivité de 8 mois. Selon le Bureau français d'enquête pour la sécurité de l'aviation civile, 2 incidents similaires s'étaient déjà produits, mais l'équipage avait été suffisamment vigilant pour intervenir avant la perte de contrôle. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.